bien sûr que si j'aime pas ma vie aujourd'hui, ou si j'aime pas cette facette qui est présente, bien sûr que j'ai le pouvoir de le changer. Les cellules, elles se régénèrent tous les 21 jours. Hein. Tout change en permanence. On peut tout reprogrammer. On peut même changer la couleur de nos yeux. On peut même changer les traits du visage par le pouvoir du cerveau. Merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre au cœur de la puissance de la manifestation. Et alors là, il y a beaucoup à dire. On peut le dire d'une manière scientifique, on peut le dire au travers des neurosciences, on peut le dire au travers d'une certaine spiritualité, mais on peut le dire aussi d'une autre manière, sur un plan purement artistique. Et je suis très très heureux d'accueillir sur ce plateau Stéphanie Dordain qui est là. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marc. Vous êtes une artiste. Oui. Je pense que c'est la première chose qui vous détermine, non? Oui, tout à fait. Parce que vous faites plein de choses. Le pouvoir de la manifestation, on va l'évoquer. On va voir votre parcours de vie. Vous êtes auteur, conteuse de voyages intérieurs au travers de différentes fictions audio. Moi, j'ai découvert, alors que vous êtes très suivi sur les réseaux, ça prouve bien que je vais pas nécessairement aux bons endroits, mais j'ai découvert votre univers. J'ai découvert ce que vous apportez, ce que vous préconisez. J'ai découvert également votre dimension spirituelle. Et on va faire un petit peu plus ample connaissance avec vous. Vous dites, lorsque je m'arrête et que je regarde en arrière, je m'aperçois que j'ai manifesté, réalisé mes rêves, un par un. Depuis quand vous vous êtes rendu compte de ça? Je pense que l'aboutissement, ça a été là, au mois de janvier, sur la scène des Folies Bergères. Avec un spectacle magnifique, ouais. On va y revenir, bien sûr. Mon premier rêve de petite fille. Ouais. Et avec l'association aussi, et tous les animaux qu'on a pu épargner, tous les enfants formés à travers le monde. C'est plus en regardant vraiment c'est vraiment en se retournant en arrière. Parce que souvent, quand on est dans le mouvement, on se rend pas trop compte de ce qu'on fait. Mais là, je me suis arrêtée, en fait, au mois de janvier, et je me suis dit, waouh, j'ai fait tout ça. Et en fait, en prenant toute ma liste des grands rêves depuis enfant, je me suis rendu compte que, sans même m'en apercevoir, j'y allais, quoi. Alors, vous avez créé un personnage? Ouais, ça comme ça. Qui s'appelle Alessa? Ouais. Et c'est vous? Tout à fait. Vous êtes Alessa? C'est moi. C'est moi, mais en tant que Quelle est son conteuse. histoire? En fait, j'ai vraiment voulu créer avoir cette entité, en tout cas différenciée de moi, pour la création du spectacle, pour aller beaucoup plus en profondeur dans les séries audio immersives, dans ce côté cinématographique. Et comme à chaque fois je change d'univers, je voulais avoir un personnage qui détermine vraiment le côté conteuse, fiction. Parce que je fais aussi des podcasts, j'écris des livres. Avant, moi, j'étais formatrice en hypnose, donc c'est beaucoup plus technique en tant que Stéphanie Dordain. Et je trouvais que pour la partie artistique, c'était beaucoup plus cohérent d'incarner ce personnage, notamment en termes de costume sur le spectacle, de visuel. On va les voir, là, par exemple. D'univers. Ouais. Je voulais vraiment incarner cette part de moi artistique, donc avec des danses, avec donc raconter d'histoires, mais vraiment ce jeu aussi d'acteur sur scène. Et donc c'est Alessa, celle qui vient quand je me mets en état d'auto-hypnose pour raconter les histoires. On va parler des séries, on va parler des fictions audio immersives, on va parler des histoires que vous créez au travers de ce personnage. Et je me demande souvent, est-ce que c'est plus facile d'écrire quand on est un personnage ou que de s'auto-écrire? Parce que vous auriez pu dire, voilà, je suis Stéphanie et je vous emmène dans un voyage extraordinaire, un voyage féerique, un voyage hypnotique, un voyage transcendant. C'était plus simple de le faire au travers d'un personnage? Pendant longtemps, je l'ai fait en tant que Stéphanie. Hein, c'est pas si vieux que ça, le personnage. C'est pas plus simple parce que finalement, quand moi je commence à raconter l'histoire, déjà j'écris rien à l'avance. C'est tout en one shot quand c'est enregistré. Je me mets moi-même en état d'auto-hypnose et le voyage, je suis en train de le vivre en même temps que je l'enregistre. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Là où c'est plus facile, c'était vraiment cette rencontre avec la scène ou avec les conférences où, comme il y a toute une dimension scénographique avec des costumes, là, c'était plus facile pour moi de pouvoir jouer différents rôles parce que on vient d'autres étoiles, on vient contacter les humains pour leur partager un message, etc. Et bon, là, de le faire en tant que Stéphanie, c'était un peu bizarre. Il y avait aussi une notion d'alignement avec ma vie privée parce que de commencer à avoir beaucoup de personnes qui me suivent. Sur les réseaux, sur les réseaux. Quand j'étais au Palais des Congrès de Versailles l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui sont venus. J'avais ma petite fille qui était avec moi. Et en fait, j'ai senti, en rencontrant les personnes, que il y avait une limite par rapport à la vie privée qui avait besoin d'être mise.
Et moi, je suis quelqu'un de très libre. J'aime voyager partout dans le monde avec mon sac à dos, qu'on me laisse tranquille. Voilà. J'aime pas cette idée qu'on me voit ou qu'on me reconnaisse. J'ai vraiment du mal avec l'image, d'ailleurs. C'est pour ça que je fais tout à la voix. Et sur YouTube, c'est très récent où on me voit. J'ai toujours tout fait que à la voix. Et je voulais pouvoir avoir ce personnage pour aussi créer une limite avec ma vie privée et garder vraiment la Stéphanie du quotidien. Ouais, attention au micro. Ouais. Voilà, avec ma vie de famille, ma petite fille, mes amis, mon univers à moi et la partie artiste qui part vraiment à la rencontre de millions de gens. Donc, alors, si vous allez bien sûr sur Internet et vous mettez Stéphanie Dordan ou Alessa, vous allez tomber bien sûr sur le site Internet, vous allez tomber sur les réseaux, vous allez tomber sur toutes les pages et les podcasts et surtout ces audios immersifs. Qu'est-ce qu'un audio immersif? À quoi ça sert? Et à qui c'est destiné? Alors en fait, les voyages intérieurs immersifs, les séries audio immersives, c'est un doux mélange entre de la fiction, donc une fiction cinématographique, donc une histoire un peu fictive, à laquelle j'associe des techniques hypnotiques, dans lesquelles j'utilise des protocoles très particuliers pour nous emmener à vivre un voyage intérieur comme une méditation ou une hypnose, mais qui nous fait rentrer dans un film audio, dans un univers fictif, où on devient le personnage principal de l'histoire. Donc, au lieu de regarder un film science-fiction où on s'attache au personnage et qu'on voit toute la scène visuellement, on crée nous-mêmes notre propre visuel, donc notre cerveau, il est extraordinaire, on a tout un monde qui nous ressemble, qui est projeté dans notre écran intérieur, mais en plus, le héros, c'est nous. Ça veut dire que tout au long de l'histoire, on chemine, et grâce au protocole, à travers différentes étapes, épreuves, et on peut libérer des peurs, libérer des croyances, activer des pouvoirs, rencontrer notre âme, rencontrer des guides, recevoir un message important de notre inconscient finalement, faire des vrais choix de vie alignés. Et du coup, c'est une association entre divertissement, art et thérapie. Et c'est quelque chose qui est totalement unique, qui me fascine parce que moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire des films. J'écrivais des histoires science-fiction, des scénarios, et je me disais, je veux faire des films. Mais quand je regardais mes films, je me disais, mais il faut un budget à la James Cameron quand je vois tout l'univers que j'ai dans la tête. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en racontant les histoires, c'était encore mieux parce qu'au lieu d'avoir juste un seul film projeté sur un écran, quand on raconte l'histoire avec les techniques d'hypnose, avec la voix, et avec tout le travail de musique qui est fait derrière par mes équipes de musiciens cinéma, là, en fait, on a, sur 10 000 auditeurs, on a 10 000 films différents, des films sur mesure. Et là, c'est génial, parce que on devient le héros de notre vie. Chacun se crée son décor. Exactement, et c'est ça que j'adore. J'adore. Donc, il y a différents mondes, il y a différents univers, on en a regroupé quelques-uns. Juste petite présentation sur ce qu'on a mis à l'écran. Ouais. Alors là, on est sur des séries. Alors, à part Gardien de la Terre, donc on va commencer par Voyage au cœur d'Atlantide, donc une série de 7 jours. Donc, je dis série parce que j'aime bien l'idée qu'on écoute un épisode chaque soir. D'accord. Un peu comme la petite série Netflix qu'on pourrait regarder, mais en fait, on est le personnage principal et on a hâte de savoir la suite. Donc là, on part au cœur d'Atlantide. On rencontre des gardiens, des êtres de l'eau, des ancêtres, et on vient vivre un vrai voyage de guérison. Je rappelle que tout ça, c'est de l'audio. On est sur de l'audio. Pur. Voilà. L'audio avec toute l'orchestration autour, avec l'atmosphère, l'ambiance. Donc ça veut donc dire que c'est pas le genre de truc qu'on écoute en faisant la cuisine. On pourrait, mais non, vaut mieux se plonger vraiment les yeux fermés pour pouvoir avoir le décor. Par contre, ça marche aussi très bien quand on est occupé à faire la cuisine. On arrive quand même à imaginer. Ça peut être une petite série en fond, un épisode qu'on réécoute, par exemple. Par contre, pas en conduisant. Non, tant qu'à faire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à être visuelles, qui ont du mal en fermant les yeux à imaginer, et du coup, qui me disent, écoutez les séries en faisant le ménage, en faisant la cuisine, et du coup, ça débloque vraiment le canal visuel, et elles arrivent à se sentir comme si elles sont dans le décor de la fiction. Donc Atlantide, on est au cœur de l'eau, un voyage de guérison profond dans la mémoire cellulaire. Après le secret de la forêt des âmes, donc là on part dans une forêt enchantée où on rencontre un guide, et pendant 7 jours on va découvrir nos dons, nos talents cachés, ce pourquoi on est fait, littéralement, ce qui nous différencie du reste du monde. Est-ce qu'au travers de ces différents épisodes, ces différentes thématiques, il y a des effets de transe parfois? Ah, totalement.
quand vous écoutez ça, on est en transe. On est en transe. Ouais. Ah oui, totalement. Mon métier à la base, c'est l'hypnose. Hein. Hypnose, bien sûr. Donc, on est en état modifié de conscience, littéralement. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, quand je raconte mes histoires et quand j'emmène les personnes avec moi, pour moi, on bascule de dimension à dimension. On vient dans d'autres champs de réalité. Vous êtes en auto-hypnose? Moi, je suis en auto-hypnose. Quand vous écrivez et quand vous quand vivez. j'enregistre. Parce que quand vous enregistrez, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai une voix différente. Dès que je me mets à enregistrer, ma voix change. Et même ma mère, elle me dit, Steph, quand tu fais tes voyages intérieurs, on dirait pas ta voix. Et vraiment, ma voix est différente. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de... Il n'y a aucun effet. Rien n'est retravaillé derrière. On travaille la musique, les ambiances, les bruitages, mais on ne travaille pas ma voix. Et quand on discute comme ça, c'est pas la même voix que quand je me mets bienvenue dans ton voyage intérieur. C'est sûr. De suite, je me plonge. Gardien de la Terre, c'est la fiction du spectacle. Le spectacle, de Bergère, La Rose de Jéricho, là, on part dans le désert, entre la Palestine. C'est une ambiance très particulière à une époque ancienne. On est sur des archétypes très intéressants, de Moïse, etc. Donc, on est sur un appel spirituel et une connexion au divin qui est en soi. J'aime beaucoup, beaucoup cette série. La puissance du féminin, c'est dédié aux femmes. On se connecte à travers les épisodes à différentes déesses à travers le monde. Très intéressant aussi parce que chaque épisode, on est vraiment dans un décor différent. Il est vraiment dédié à la femme. Et 30 jours pour renaître, c'est un des programmes 30 jours que je fais où là, par contre, j'associe. Il y a 4 voyages intérieurs dans le programme. Et sur les 30 jours, c'est après des exercices de la pratique beaucoup plus techniques avec l'hypnose, le coaching, pour mettre en place des vrais changements dans le quotidien et vraiment manifester ce qu'on veut. Parce que c'est bien d'écouter et de plonger un petit peu dans notre univers, mais si on veut avoir du changement dans notre vie, il faut aussi passer à l'action et mettre des choses en place. Ouais. Et vous dites, il y a 8 ans, j'ai décidé d'être l'héroïne de ma vie. Ouais. Il y a eu un switch? Ouais, il y a eu un switch. C'est justement quand j'ai écrit mon livre « Les 7 clés de connexion à l'âme ». En fait, je me suis dit vraiment que c'est pas le succès qui allait me mener au bonheur, mais que c'était le bonheur qui allait me mener au succès. C'était comme si c'était une évidence. À force de me dire non, mais je vais attendre d'avoir de l'argent pour réaliser ce rêve, je vais attendre d'avoir ça pour faire mon association, je vais attendre ça pour voyager, etc. Je me suis dit en fait, à force d'attendre, tu vas aller nulle part. Et si tu te demandais qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est quoi ton rêve, et si tu commençais à aller vers ça avec foi en te disant en allant vers mon rêve, en fait, le chemin va s'ouvrir. Et en fait, c'est là où j'ai fait ma première mission humanitaire, où j'ai lancé mon association, où j'ai tout arrêté. Je suis partie avec 0. Et je me suis dit, je suis la voix de mon cœur, en fait, littéralement. Et le fait d'avoir été sur ce chemin-là, l'abondance est arrivée d'une autre façon. En fait, c'est comme si les portes s'ouvraient d'une autre façon. Et ça a été un changement de philosophie et de mode de pensée où, au lieu d'attendre le bon moment, d'avoir de l'argent, d'avoir la situation, etc., non, je vais me focaliser sur c'est quoi mon résultat final, c'est quoi que je veux voir vraiment se manifester dans ma vie, mon but ultime, et ok, quel est le premier pas que je vais faire maintenant pour aller vers ça? Avant qu'il y ait ce switch, comment viviez-vous? Qui étiez-vous? Parce que, évidemment, le fait de s'engager dans cette voie et de se dire, bon, alors maintenant je prends les rênes de ma vie et puis je vais devenir l'héroïne de ma vie, il y a des transitions, il y a des bouleversements, il y a des modifications de vie, il y a des dommages collatéraux même, peut-être parfois. Comment vous avez géré ça? En fait, moi, il faut savoir que déjà, j'ai beaucoup voyagé depuis toute petite parce que je suis fille de militaire et je suis partie, j'avais 2 ans. Je suis partie de France pour aller en Guadeloupe, j'étais en Guyane et en fait, je changeais d'école tous les ans, tous les 3 ans et d'environnement. Et j'ai jamais eu un lieu qui était ma maison, des attaches ou des racines très ancrées que peuvent avoir d'autres personnes qui ont du mal justement à amener des changements dans leur vie. Moi, j'ai toujours bougé, j'ai toujours voyagé et j'ai toujours été dans ce mouvement-là. Ce qui fait que, qui est-ce que j'étais? J'ai toujours été une touche-à-tout, une aventurière, à vouloir toujours expérimenter des nouvelles choses. Donc, j'ai fait 2 BTS différents, 2 licences différentes. À chaque fois, j'expérimente des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages. Et j'aime bien apprendre par l'expérience. Donc, j'ai fait plein de métiers différents. Mais sans jamais vous sentir à votre place? Bizarrement, je sentais que je réalisais pas ce pourquoi j'étais faite, que je pouvais réaliser quelque chose de grand. Par contre, j'ai toujours été hyper heureuse dans tout ce que je faisais.
J'ai commencé femme de chambre, du service, dans les restaurants, réception d'hôtel. J'ai travaillé sur un bateau pendant 1 an. J'ai fait le tour du monde. Je faisais la plonge pendant les fêtes. J'étais au Pays Basque avant, pendant les fêtes de Bayonne. Faire le maïs, l'été. Enfin, j'ai fait tous les boulots du monde. Et à chaque fois, en fait, j'étais heureuse parce que ça me permettait d'être libre. En fait, le fait de travailler et de pouvoir être autonome me permettait après d'avoir mes moments à moi et d'être libre. Donc, j'ai toujours aimé être dans l'action et découvrir des nouvelles choses. Par contre, j'avais l'impression que, en fait, tout ce que je faisais, je créais pas de fondation, je plantais pas d'arbres. En fait, je plantais plein de petits arbres. À chaque fois, ils commençaient à pousser, mais c'était des arbres un peu bancals, qui étaient pas solides, en fait. Et je me disais, mais avec l'envie que tu as d'amener un changement dans le monde, enfin, moi, ma passion, c'est les animaux, c'est vraiment la nature et l'environnement. Tu peux pas continuer à changer comme ça tout le temps. Il faut se stabiliser, il faut se poser, il faut faire... Oui, au moins avoir un plan pour avoir une vision plus grande, quoi. Parce que là, j'allais expérimenter plein de choses. Alors certes, je connais énormément de choses, je parle 4 langues, je connais plein de pays, plein de cultures, etc. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai été dans des civilisations je connais beaucoup de choses par l'expérience. Par contre, j'avais pas un vrai plan pour moi, pour réaliser mon œuvre, en fait, mon histoire à moi sur Terre. Donc j'allais un petit peu incarner plein de personnages différents sans vraiment être connectée à mon personnage à moi. Donc j'étais une personne qui vivait de façon libre, qui aimait le changement, l'aventure, découvrir, très joyeuse, mais qui apportait pas vraiment quelque chose à plus grande échelle, je dirais, à part les personnes qu'on croise. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'avais pas cette sensation de me lever le matin, tu sais, avec cette joie où on est pressé de se lever le matin, comme quand on est enfant, parce qu'on a des plans, on va aller jouer, etc. J'avais pas cette sensation-là. Alors que depuis que je fais ce que j'aime, où il y a des matins où il y a des hauts et des bas dans la vie, hein, mais je me lève, je suis pressée de me lever, quoi. Je suis pressée d'aller faire ce que j'ai à faire parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Alors, quelle est la prise de conscience à un moment donné? Quel est l'instant qui fait déclencher les choses et par quoi on commence? Parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui vous regardent là pensent la même chose que vous. Ouais. Et se disent ah oui, mais non, mais moi aussi, il faut que je m'aligne avec mes envies, mes désirs, mes intentions profondes. Mais et après, qu'est-ce que vous avez fait? Le déclencheur, ça a été un voyage. Encore un voyage. On est parti en sac à dos. On a fait toute l'Indonésie jusqu'à arriver sur les petites îles Gili à Lombok, à côté de Bali, où j'ai un petit poney qui est mort devant moi. Des petits poneys de calèche, de touristes, sans eau, à toute la journée en plein soleil, à porter, etc. Ça a été un électrochoc. Le poney, enfin, je me suis connectée à cet animal et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Il y avait tous les poneys au soleil, ils saignaient, tout le monde dans l'eau avec les masques et tuba. Et en fait, c'est comme si je voyais la réalité du monde. Et c'est comme si l'élément déclencheur, ça a été, j'ai compris, j'ai ressenti à ce moment-là, c'est quoi la chose qui me manquait à l'intérieur? C'est quoi qui m'empêchait d'être pleinement moi? C'était cette sensation que je pouvais pas être pleinement moi et pleinement heureuse et faire comme si tout allait bien, alors que dans le monde, tout ne va pas bien, en fait. Et là, j'ai pris cette claque vraiment et je me suis dit, donc on est parti le jour même, et je me suis dit, il n'y a pas un matin où je vais pas me lever pour essayer de faire ma part pour changer ce qui est en train de se passer. Ça a été l'élément déclencheur. Et j'étais tellement dans l'émotion que j'ai dit, je plaque tout, enfin mon boulot, ce que je faisais, je vais créer une association. Et en fait, là, j'ai pris le schéma normal où on se dit, bon, comment je vais sauver les animaux? Comment je vais faire ma part? Réflexe naturel, une association. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça, en fait. C'est l'association BEPA, hein, c'est ça? BEPA, c'était bien-être pour les animaux. Ouais. Oui, pardon, BEPA. Et aujourd'hui, c'est devenu un mouvement, c'est même plus une asso qui s'appelle Gardien de la Terre. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que si on parle de manifestation après, on va voir que là, sur le moment, la seule ressource que j'avais dans mon mental, en fait, sauver les animaux, qu'est-ce qu'on fait? Association. Voilà. C'était pour moi le raccourci de ce qu'il fallait que je fasse pour aller vers ça. Et donc, j'ai créé cet asso qui n'a pas marché du tout parce que il y avait toute la structure à créer, il fallait demander des donations, mettre en place des ateliers, il y a toute une partie très papier, etc., qui me déconnectait aussi du terrain et de sentir que j'apportais quelque chose. Et là, ça a été tout un cheminement par rapport à l'association et par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait.
sur le moment, on ne sait pas en fait comment est-ce qu'on fait. C'est juste qu'il y a un jour où on se dit, ma vie, il me manque quelque chose, ou en tout cas, je veux aller vers ça, je vois bien que ça m'anime, ou je veux quitter ça parce que j'en peux plus. Et là, en fait, ce que ça demande malheureusement, c'est du courage. C'est de se dire, il faut oser. Parce que c'est pas facile de tout planter et de partir vers un chemin inconnu. Et pourquoi est-ce qu'il faut du courage? Parce que si on sait au fond de notre cœur ce qu'on veut voir se manifester, notre résultat, le chemin pour y arriver, bien sûr, on le connaît pas. On le connaît pas et il risque d'être long. Et là, si je prends tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui, avoir épargné plus de 2 millions d'animaux grâce au mouvement Gardien de la Terre, jamais j'aurais pensé le jour où je me suis dit j'arrête tout, je fais l'association, qu'en fait ça allait être comme ça, que j'allais sauver ces animaux. Parce qu'après ça, il y a eu l'hypnose, il y a eu les formations, il y a eu un programme éducatif que j'ai créé et j'ai basculé dans l'éducation des enfants. Et pas du tout dans des dispensaires vétérinaires comme je faisais au début, à aller soigner en Afrique des animaux dans les rues, avoir des choses horribles qui en fait me faisaient plus de mal qu'autre chose. Donc, quand on prend la décision de se dire je veux changer en fait quelque chose dans ma vie, le vrai conseil ou la seule chose que je peux recommander, c'est juste d'avoir confiance en notre intuition, en notre corps en fait. Si tu te sens pas bien là où t'es, si tu as envie d'autre chose, ose laisser ce qui ne te convient pas. C'est vider le verre. Si je vide pas mon verre, si mon verre il est plein, j'ai pas d'espace pour le re-remplir. Mais ça demande du courage. Ça demande d'avoir de la foi. C'est pour ça que je crée des programmes maintenant de manifestation pour apprendre petit à petit à faire des petites manifestations pour travailler cette foi. Parce que, oui, ça demande de sauter dans le vide. Et il n'y a aucun filet. Et le filet, il va pas apparaître du jour au lendemain. Parce que si je pars vers un autre objectif, ça serait trop facile, en fait, de se dire, je quitte ça, parce que j'ai de la sécurité, je sais que je vais là-bas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment pas comme ça. Je suis connectée à mon intuition, je sais que je veux aller vers ça, en tout cas, ou que je ne veux plus aller là. Il faut que je saute dans le vide et que j'ai la foi. Donc la création notamment des séries fiction audio immersives, elle vient peut-être du constat que beaucoup de gens ont envie, ressentent la même chose que vous, mais n'ont peut-être pas cette force d'oser et de franchir le cap, donc, et de savoir comment est-ce qu'on fait pour manifester véritablement les choses. Et c'est ce que vous avez fait avec ces différents programmes et ces différents accompagnements en vous disant, si vous avez des difficultés, si vous ne vous sentez pas légitime, si vous avez ce fichu syndrome de l'imposteur dont on vous rabâche les oreilles, je vais vous aider en créant un univers dans lequel vous allez pouvoir vous plonger et manifester vos rêves. En fait, sincèrement, quand j'ai créé les programmes à chaque moment de ma vie, je les ai créés avant tout pour moi. Donc en fait, c'est le premier programme, c'est trouver sa place, se connecter à son âme. C'est par ça que j'ai commencé, en fait. Et c'est quand moi-même, j'essaie de me dire, OK, Steph, c'est quoi ta place? Qu'est-ce que ton âme veut profondément? Donc, j'ai fait ce programme parce qu'à ce moment-là, c'est ce dont moi, j'avais besoin. Et ensuite, je l'ai partagé. Après, ça a été un thème sur l'amour, pour guérir la confiance en soi, l'amour de soi, pour attirer des bonnes relations dans notre vie, des personnes qui nous ressemblent. Donc, j'ai fait ce programme. J'ai jamais fait un programme ou une série dans l'intention de me dire parce que les gens ont besoin de ça. Okay. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence avec ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et même sur YouTube, j'ai avec les équipes avec qui je travaille, pendant certaines périodes, on fait des phases de stratégie, on me dit « Ouais, mais ça fonctionne, il faut faire ça, etc. » Je n'ai jamais fait ça. Parce que pour moi, aller vers ce qui fonctionne et aller répondre à une demande, en fait, c'est se couper de ce que j'ai moi à apporter. C'est aller encore répondre à la demande de ce que tout le monde veut. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis unique. Donc, ce qui va fonctionner, c'est quand moi, je vais apporter ce que j'ai à donner. Je vais pas aller t'apporter quelque chose ou créer quelque chose parce que vous avez besoin de ça. Parce que d'une part, tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Et de deux, en fait, je m'égare, je me perds de moi-même. Ouais, c'est ça, ça ne répond pas à vos aspirations. Ah non. En fait, ce que je fais, moi, c'est parce que moi, ça me parle. Moi, ça vibre avec moi. Je le fais avec beaucoup d'amour et de joie, ça me fait plaisir. Et c'est parce que c'est ce qui vibre à l'instant T, en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de gens, du coup, qui sont en miroir avec moi à ce moment-là, et ça vibre avec eux, parce que c'est pas fait pour eux, en fait, je le fais de façon totalement authentique, sur un moment où je suis en train de le vivre. Et c'est là où j'ai compris que j'étais vraiment une artiste, et que je créais pas des programmes thérapeutiques basiques, ou quand je faisais de la thérapie avant, que j'accompagnais des personnes, où je répondais aux besoins de la personne. Non, en fait, à travers mes expériences de vie, ma connexion profonde et
et ce qui me touche dans le monde, en fait, ou un instant T, ben, je suis un peu comme une alchimiste, je viens créer des univers, parce que c'est ce qui vibre avec moi, à cet instant-là. Et du coup, ça va parler aux personnes qui vont venir. Là, j'ai terminé la série La Princesse du désert, qui va sortir lundi, là. On est sur l'histoire d'une femme donc, qui est à l'origine des Touaregs, donc du mouvement dans la vie, etc. On traverse le Sahara, il y a vraiment tout un univers d'oasis, etc. C'est très mystique. Moi, je suis dans le Sahara depuis le mois de décembre. J'ai été plusieurs fois, et c'est ce que j'ai vécu ces derniers mois. Donc, ça m'a nourri en tant qu'artiste pour créer un nouvel univers. Il y a une phrase qui, en parcourant un peu vos réseaux sociaux, je suis tombé sur cette phrase que je trouve intéressante parce que et qui va parfois à l'encontre de ce que certains préconisent quand ils s'installent sur les canapés et qui parlent de développement personnel. Vous dites la phrase la plus stupide que j'ai eu l'occasion d'entendre, c'est « les gens ne changent pas ». Et vous dites, voilà, c'est vraiment la phrase la plus stupide. Ouais. Le changement, c'est le moteur même de l'évolution. Nous évoluons à chaque seconde, chaque heure et chaque minute. Pourtant, vous avez des gens qui s'installent là et qui vous disent, mais attendez, oui, les gens ne changent pas. On n'est pas là pour faire changer les gens. Vous êtes intrinsèquement ce que vous êtes. Et c'est OK avec vos bons et vos mauvais côtés. Et il ne s'agit pas de changer les gens. Et vous trouvez cette phrase complètement stupide. Ouais, je trouve ça totalement stupide. Alors, par contre, ce qui est à la fin de ce texte, c'est je dis par contre, ça veut pas dire que c'est toi qui vas changer les gens. On n'est pas là pour les faire changer, mais en tant qu'être vivant, enfin la nature même de la vie sur Terre, c'est l'évolution, c'est le changement. Ne serait-ce que physiquement, entre un enfant et un adulte, on a un changement physique. Nos cellules évoluent, tout évolue. Et on peut même évoluer et changer en fonction de l'environnement des personnes qu'on va côtoyer. On va changer de style, on va changer de look, on va changer de goût, on va apprendre à aimer des choses, des aliments tout au long de notre vie. On va aimer des nouvelles personnes, on va avoir des relations avec des profils totalement différents. Et surtout, quand on grandit, on a quand même une grosse partie de notre identité qui est construite par nos parents. Donc j'espère bien qu'on change. J'espère bien, et c'est pour ça que je fais le programme pour les enfants de 7 à 12 ans. C'est cette phase-là où on en a le besoin. J'espère bien que tous ces enfants qui ont grandi, qui sont devenus des ados ou des adultes portant le poids de la famille, des peurs et de ce qu'ils ne sont pas, qui vont se lever un matin et se dire « Non, moi, je suis pas cette personne ». Ou en tout cas, si moi, je suis cette personne aujourd'hui, mais que ça me convient pas, j'espère bien qu'on peut avoir cette foi et cette croyance de se dire « Bien sûr que j'ai le pouvoir de changer ». Bien sûr que si j'aime pas ma vie aujourd'hui, ou si j'aime pas cette facette qui est présente, bien sûr que j'ai le pouvoir de le changer. Les cellules, elles se régénèrent tous les 21 jours. Hein. Tout change en permanence. On peut tout reprogrammer. On peut même changer la couleur de nos yeux. On peut même changer les traits du visage par le pouvoir du cerveau. Moi, l'hypnose médicale, ça m'a fascinée, parce que du coup, j'ai été formatrice en hypnose pour les professionnels de la santé. Donc, quand on fait des chirurgies sous hypnose, quand on se rend compte médicalement du pouvoir du cerveau sur le corps humain, on se dit, mais en fait, on peut faire énormément de choses, on a un pouvoir immense qu'on n'utilise pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager ça au plus grand nombre, parce que on n'est pas conscient de notre pouvoir. En fait, on est encore limité dans des cases, on est enfermé, et c'est comme ça et pas autrement. Et pour moi, le changement, l'adaptation et l'évolution, c'est la clé déjà de l'évolution pour l'humain, pour les êtres vivants, et de la vie, en fait, de notre propre honneur. Oui, c'est l'impermanence de toute chose, c'est la base même de la vie. Vous avez des coachs qui vous disent, mais qui sont ces gens qui osent vous dire qu'ils vont vous faire changer? Ah, par contre, je dis pas que c'est moi qui vais faire changer les gens. Par contre, il y a quelque chose auquel je crois profondément, c'est qu'on change quand on l'a décidé, quand on est prêt, et le changement doit venir de soi, pour soi, et pas pour les autres. Penser qu'on peut changer quelqu'un, que quelqu'un d'extérieur peut changer quelqu'un, ça, je pense que c'est un leurre total. Alors, il y a dans ce pouvoir de la manifestation, moi, je suis fasciné par ça. J'essaie de faire des choses, j'essaie de mettre des trucs en place, mais voilà. Et vous parlez d'un truc qui est très intéressant. Alors, dans le développement personnel, on parle de ce qu'on appelle le vision board, qui est ce tableau dans lequel on décrit tout ce que l'on aimerait voir se manifester dans notre vie, etc. Et vous dites, moi, je prends je prends le contre-pied du vision board, du tableau de vision, avec le tableau de réalisation. Et que de temps en temps, il est peut-être bon de s'arrêter, de se dire, et de regarder un petit peu ce qu'on a construit et ce qu'on a mis en place. Et ça, vous l'avez fait? Ça, je le fais parce que pour moi, la vraie problématique, l'obstacle à la manifestation, c'est la foi. C'est pareil.
c'est vraiment un processus. Si je décide ce midi que je vais me cuisiner, par exemple, ce matin j'ai faim et je me dis, cet après-midi, je vais me cuisiner un bol avec du riz, des carottes, des tomates, etc. J'ai la vision, parce que j'ai faim, de mon bol. À aucun moment, je me dis, c'est pas possible, je ne pourrai pas me réaliser ce bol. Qu'est-ce que va faire mon cerveau? Mon cerveau va se dire, bah, ok, je vais aller acheter des carottes, des tomates, du riz, et je vais focus mon attention sur me préparer à manger tout à l'heure. Donc là, j'ai aucun obstacle, aucune limite à mon projet, parce que toutes les réalisations passent avant par une idée, une phase de planification, d'organisation, de réalisation. C'est la psyché humaine, hein, c'est le process normal du cerveau. Donc, je vais me préparer mon bol. Par contre, si je me dis, bah, Steph, l'année prochaine, c'est ce que je disais à mes amis, les frères de Gaïa Méditation, l'année prochaine, les gars, je monte sur scène et je fais un spectacle. Mais une personne normale qui n'a pas la foi et qui est pas habituée à réaliser tous ses projets, elle va se dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas mon métier, j'ai pas le talent, j'ai pas les compétences, j'ai pas le budget, j'ai pas le producteur et j'ai pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme je n'ai pas la foi et que je ne suis pas programmée à réaliser ce que je veux faire, parce que c'est juste ça, hein. C'est une idée, un plan, un projet et des actions. C'est ça la manifestation. Il n'y a pas plus compliqué, hein. Mais si je pense que je ne peux pas y arriver ou que je n'ai pas les outils, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais pas passer à l'action. Donc je manifesterai pas. Je me perds dans ce que je dis. Mais pour moi, toutes les manifestations, en fait, sont une série d'actions. Et la foi, voilà, le vrai obstacle, c'est la foi de se dire « je peux le faire ». Quoi que je décide, même si c'est un grand projet, un long projet, j'ai toutes les compétences sur Terre ou dans la vie pour le manifester et pour le réaliser. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Enfin, en tout cas, vous avez déjà manifesté en disant « je peux le faire » et vous n'avez pas réussi à le faire? Non. Tout ce que vous avez imprimé dans votre esprit en disant « je peux le faire », vous l'avez fait? Ah, je l'ai fait. Mais pire, le spectacle, jamais j'aurais pensé être aux Folies Bergères, hein. Moi, mon rêve, il était en dessous des Folies Bergères. Tous les projets que j'ai eus, je les ai réalisés, totalement. Parce que, donc, cette idée de foi dont je parlais tout à l'heure, c'est que j'ai commencé avec des petites choses. Pour moi, c'est tellement un quotidien d'avoir des projets, des plans, des envies, de mettre en place des choses, que du coup, je ne me pose pas la question de je peux y arriver ou pas. Et le fait de s'arrêter pour regarder nos réalisations, pour moi, ça fait travailler la foi, juste pour nous rendre compte d'où on vient. Au lieu de se dire, je peux pas aller là-bas, mais regarde déjà tout ce que tu as parcouru. Est-ce que tu pensais, il y a 10 ans, sincèrement, ou il y a 15 ans, ou il y a 5 ans, que tu serais là où tu es aujourd'hui? Et en faisant ce travail à l'envers, en fait, on s'aperçoit que oui, on est capable et que le chemin parcouru et le résultat, on s'y attend pas le jour où on y pense. Et je trouve qu'on a besoin de revenir de là d'où on vient pour mieux cerner et mieux avoir foi pour là où on va. Et le fait de regarder ces réalisations, mais ça permet de renforcer ce petit état de foi, en fait, qui simplement va venir, pas balayer parce que les croyances, on les a, mais éteindre un petit peu ces voix dans notre tête qui nous disent non, tu peux pas, non, c'est pas possible, non, c'est pas ton domaine, non, il faut un trop gros budget. Il y a toujours des solutions. Si c'est ton chemin, pour moi, il y a des solutions. Et moi, je crois profondément que le futur, il est déjà écrit. Moi, je pense que mon futur, il est déjà présent. Et quand on est enfant et qu'on a des grands rêves ou des visions, tout ce qu'on imagine, si on arrive à le voir, c'est que sur un plan, ça existe déjà. Et la problématique de la manifestation, c'est que nous, on va chercher, avec notre mental, notre cerveau, à trouver comment est-ce qu'on va arriver jusqu'à ça, à ce résultat. Sauf que notre cerveau, notre conscient, il n'a pas toutes les ressources, il n'a pas toute la vision large de tout l'espace-temps et de tout ce qui se passe autour. Il ne sait pas comment on va arriver là. Le mental, lui, il sait faire que ce qu'il a déjà fait. Donc, il n'a pas ce plan-là. Par contre, notre inconscient, lui, qui nous a projeté l'image du résultat, il sait que c'est possible, que ça existe déjà dans un futur, et qu'il y a un chemin parfait pour y arriver. Et la difficulté, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sauter dans le vide sans voir le fil apparaître. La difficulté, c'est de se connecter à l'image finale. C'est ça que je veux. Par contre, j'accepte que le chemin, je ne le connais pas et je ne peux pas le contrôler, parce qu'il y a sans doute des choses qui vont se mettre en place sur le chemin, des connexions, des moments précis qui vont faire que, où ça se matérialisera. Par contre, ce que je dois alimenter, la seule chose qu'on me demande de faire, c'est d'avoir la foi. C'est de dire, mon but final, c'est ça. Ok, univers, ok, mon âme, montre-moi le chemin. J'ai la foi. Et quand j'ai la foi, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est la deuxième grande clé pour moi, hein, qui fait que j'ai manifesté tout ça, je pense, c'est de faire confiance à la vie.
Donc, si on ne connaît pas le chemin et qu'on doit lâcher le contrôle sur comment y arriver, par contre, la vie nous offre des opportunités. La vie va nous enlever des situations, va nous dire non, non, là, c'est bloqué. Ou alors là, regarde, il t'appelle plein de fois. Regarde ce chemin-là. Non, c'est pas cohérent avec ce que je veux. Si, regarde, je te mets ça sur ton chemin plein de fois. Vas-y. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Moi, je vis en suivant les synchronicités et les signes. Moi, je vis comme ça. C'est-à-dire que là, je devais aller à Athènes tout à l'heure. Exemple, je ne vais pas à Athènes. J'ai décidé hier que je n'allais pas à Athènes parce que j'ai eu plusieurs connexions et synchronicités qui ont fait que mon intuition me dit non, faut pas y aller. C'est des choses bêtes, en fait, sur le moment, mais à chaque fois, il y a une raison. Et à chaque fois, il y a des connexions. Et à chaque fois, ça m'amène sur le bon chemin. Donc, la foi, c'est la clé. La foi de se dire, je sais que je vais arriver à mon résultat, mais je sais pas comment, donc je saute dans le vide les yeux fermés. Et ensuite, par contre, je fais confiance à la vie, je la suis. Donc, si c'est trop bloqué par là, je vais pas insister. Et je vais pas persévérer à me faire du mal quand c'est bloqué. Par contre, si là, c'est ouvert, et que je sens qu'il y a quelque chose à explorer, j'y vais. Parce que le chemin, en fait, on ne le connaît pas. C'est l'aventure. C'est là toute la nuance qu'il peut y avoir, et on en a souvent parlé sur ce plateau, de l'entêtement et de la persévérance. Ouais. C'est compliqué à distinguer. C'est la distinction et la frontière est parfois difficile, parce qu'on vous dit tout le temps, si tu ne rentres pas par la porte, je passerai par la fenêtre. Est-ce que ça, c'est de l'entêtement ou c'est de la persévérance ? En fait, je pense que c'est de l'entêtement, parce que pour moi, la persévérance, c'est de se dire, le résultat final, je le lâche pas de vue. C'est pas parce que là, je passe pas par là que je garde pas mon rêve. Et le problème, c'est que quand on a un chemin qui est bloqué, notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, ça veut dire que ce rêve-là, je vais pas l'atteindre. En fait, c'est un peu une réaction normale de s'entêter ou de vouloir persévérer, parce que quand c'est un rêve qui nous tient à cœur, on va continuer, on va vouloir y arriver, sauf que c'est peut-être pas... Tu vas arriver à ton rêve, mais peut-être que le chemin que ton cerveau pense connaître ou la stratégie que ton cerveau pense avoir, elle n'est pas bonne. Donc non, n'abandonne pas ton rêve, persévère dans ce qui t'anime, mais ne t'entête pas sur la façon d'y aller. On est vraiment sur ça. Ouais. Et pour moi, le chemin, le but de la vie, c'est la vie elle-même, c'est le chemin, c'est l'aventure, c'est l'exploration. Et c'est ça qui est beau. C'est de le vivre, parce qu'à la fin, le résultat, finalement... Non, c'est vrai, pour l'avoir vécu sur la scène où j'ai vécu un jour horrible de stress. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est tout le process, toute la création, le travail avec les équipes, réaliser tout ça, c'était un bonheur. Mais alors là, mon heure et demie sur scène, c'était horrible. C'est vrai. Ah ouais. J'étais stressée, après voir tout le monde comme ça d'un coup. Et je me suis dit, en fait, c'était vraiment le bonheur, c'était vraiment le chemin, quoi. Ouais. On va parler évidemment de ce qui s'est passé en janvier dernier aux Folies Bergères, ce qui s'est passé aussi au Palais des Congrès. C'est quand même deux belles salles légendaires. Juste un mot sur ce tableau de réalisation. Lorsque vous êtes face à ce tableau de réalisation, qu'est-ce que vous vous dites alors ? Vous dites c'est pas mal ? Ouais, je me dis je suis capable de tout ça. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est mon imagination. Tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai pensé, j'ai pu le faire. Et ça, vous pensez que c'est valable pour tout le monde ? La seule limite, c'est l'imagination ? Oui. Moi, je suis une grande fan de Walt Disney, de ce qu'il a créé, pas forcément du personnage. Et pour moi, c'est le processus même du cerveau, en fait. C'est de penser à quelque chose, de le planifier, le réaliser. Pour moi, la seule limite, c'est l'imagination. Parce que au-delà du fait qu'on ne puisse pas peut-être réaliser quelque chose, je veux dire, il y a des choses qu'on aime imaginer, mais qu'on n'a pas forcément envie de réaliser, par exemple. Pourtant, l'inconscient, lui, quand on est en train d'imaginer quelque chose de positif pour soi, de se plonger dans une fiction, même si on ne le réalise pas, l'inconscient, il ne fait pas la différence. Donc, en fait, on peut ressentir des états de bien-être profond, on peut se régénérer, on peut se recharger, on peut venir vivre des transformations profondes par le simple pouvoir de l'imagination. Pour moi, la réalité, elle est vraiment... elle prend vraiment naissance dans cet imaginaire, en fait. Et qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Donc, se mettre une contrainte à « je ne peux pas le réaliser dans la matière », pour moi, c'est s'éloigner du potentiel illimité, en fait, qui existe déjà en nous, dans nos cellules, dans l'imaginaire. Pour moi, l'univers est en nous, donc juste de le vibrer, en fait, de l'imaginer, le vivre, on le vit déjà quelque part. Et est-ce que votre imaginaire a eu une limite ?
Oh, franchement, j'aimerais bien des fois qu'il ait des limites. Franchement, j'aimerais qu'il ait des limites, hein, parce que moi, mon problème, c'est que je suis pas ancrée. Voilà. Je suis pas ancrée et justement, je vis ma vie et je navigue beaucoup entre l'imaginaire et le réel. Donc ça peut partir loin. Ça part très loin. Mais c'est sympa. Hein. Mais c'est sympa, j'imagine. Alors, juste un mot, effectivement, sur les, les spectacles. Effectivement, vous vous êtes offerte cette salle légendaire qui est les Folies Bergères. Waouh, déjà, c'est quand même magnifique. Ça, c'était aux Folies Bergères? Ouais. Aux Folies Bergères avec un spectacle qui s'appelle Les Gardiens de la Terre. Ouais, Gardiens de la Terre, le voyage dans Alors, il y a une bande-annonce. Moi, j'ai vu la bande-annonce qui est magnifique. On peut pas mettre là parce que on n'a pas les droits. Et donc, à partir du moment où on les met sur YouTube, parce que les gens me disent pourquoi vous diffusez pas? Mais allez directement sur le site de Stéphanie et vous verrez la bande-annonce de ce spectacle. Il y a encore d'actualité, le spectacle, ou pas? Là, pour l'instant, on a fait une version, on est en train de voir pour la fin d'année. Mais avec les JO, etc., c'était un peu... c'était pas vraiment le moment. Les salles à Paris. Mais ce spectacle, vous l'avez fait aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait le Cameroun, le Maroc, la Suisse, la Belgique. Ça, c'est pour ce spectacle-là? Ça, c'était une conférence, non. Ah, c'était une conférence. Ouais, Okay, conférence Je manifeste avec un voyage intérieur en live. C'est une série de conférences que j'ai fait après le spectacle sur la manifestation. C'est une autre série de conférences. Alors, ce spectacle, en un mot, on est en immersion complète avec vous? Voilà. En un mot, ce spectacle, c'est un peu un voyage hors du temps. On vient dans une salle parce que c'est écrit, parce qu'on est appelé, parce que le destin a voulu qu'on soit là. 1600 personnes réunies ce soir. Ouais, c'est beau. Hein. Et c'est un voyage sonore, mais avec Alessa qui vient sur scène et une ange, la violoniste, et les danseurs, et qui vient des étoiles pour appeler ces humains qui sont là et qui ont un rôle particulier sur Terre, une mission à accomplir. Et ils vont vivre ce voyage pendant 1h20. Donc il y a un mélange ils peuvent soit plonger à l'intérieur d'eux-mêmes, soit se plonger dans les décors immersifs qu'on a mis en place sur scène, avec des tulles projetées où moi je suis derrière le tulle, donc on a l'impression que je suis dans le décor. Ouais, j'ai vu. Et alors évidemment, il y a des témoignages, et ce qu'on appelle dans le jargon des petits micro-trottoirs, où les gens à la fin viennent parler un peu de leur ressenti. Là, tout le monde est quand même assez bluffé du spectacle. Ça doit donner envie de le produire un peu plus et d'aller le proposer dans d'autres villes. Ouais, c'est en cours de travail là. C'est en cours, bah oui, j'imagine. C'est un budget aussi, c'est un travail. Bien sûr. Là, on a atterri aux Folies Bergères et franchement, c'est ça, j'ai suivi les signes et synchronicités. C'était pas du tout prévu de faire ça aux Folies Bergères. Je connaissais même pas cette salle et jamais j'aurais pensé Folies Bergères pour un spectacle comme ça, un peu immersif. Et justement, là, pour les prochains, je pense pas que ce soit le style de salle adapté. Je verrais plus ça, là, on est en train de le travailler en version cinéma. Ou sinon, dans une salle plus comme... ce qu'on peut trouver à Disney ou dans des parcs, on a l'impression vraiment d'être en immersion, d'avoir tout qui tourne autour. C'est vers ça que j'ai envie d'aller, de plonger vraiment encore plus les personnages dans le côté immersif. Mais vous savez que j'étais en train de me dire, Alessa, c'est un personnage de Disney. Ah bon? Ça pourrait être un personnage de Disney. Ouais. On aimerait bien, ouais. J'imagine. Ce qui serait une consécration. Ouais. Ce qui serait une consécration. Alors, on va aussi parler de ce que vous... de vos voyages. Vous dites, lorsque nous avons une profonde envie de partir en voyage, c'est en réalité des parties de nous qui ont besoin d'être découvertes, révélées, explorées. Plus on part loin, plus on se rapproche de soi. C'est vrai, ça. Explication de texte. Pour être une grande voyageuse depuis toute petite, j'en parlais tout à l'heure, le fait qu'on grandisse et on construit notre identité, différentes facettes par rapport à notre famille, notre environnement, notre vécu, etc. Donc plus on va être dans un environnement qu'on connaît, qui reflète un miroir de ce qu'on est à l'instant T, plus on va avoir des limites de projection. Je sais pas si je suis très claire. Plus je vais avoir des repères ou des références extérieures de ma famille, des lieux de vie qui sont liés au personnage que je suis aujourd'hui, plus je vais être limitée à incarner ce personnage. En tout cas, programmée de manière automatique. Alors que plus je vais aller loin dans des environnements qui sont totalement inconnus, avec des personnes que je ne connais pas, des cultures que je ne connais pas, ce qui va se passer, c'est que je vais perdre tous les miroirs et toutes les habitudes inconscientes que j'ai. Et tous les points de repère. Et tous les points de repère. Donc en fait, mon cerveau, mon inconscient, au lieu d'aller chercher à l'extérieur parce qu'il ne connaît pas, il va aller chercher à l'intérieur. Il va essayer d'aller regarder à l'intérieur, attends, qui est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce qui m'anime?
Il va peut-être même trouver des nouvelles choses qui vont le stimuler dans ce nouveau monde, ce nouveau paysage auquel il n'aurait pas pensé, qui vont déterminer une nouvelle facette de lui-même. C'est pour ça que pour moi, les voyages, en tout cas à travers ma vie, depuis la jungle amazonienne, ces voyages les plus perdus, où il y a le rien possible, c'est là où je me suis le plus retrouvée, parce que on est face à nous-mêmes, en fait. Bien sûr. On est face à nous-mêmes. Et un des voyages marquants, ça a été en Afrique du Sud, dans une réserve. Je me suis retrouvée face à un éléphant, avec la seule femme au monde quand même qui marche avec les animaux sauvages, sans armes, sans fusil, sans rien. Elle reçoit des élèves du monde entier chez elle. Et donc, on va marcher avec les lions, des éléphants. Et je me suis retrouvée face à un éléphant au milieu du bush africain. Et j'ai eu comme une sensation de vide intérieur. Donc, je suis allée pour l'association à la base, pour Gardiens de la Terre, pour les animaux. Et en fait, ça m'a reconnectée trop bizarrement au côté éducatif. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti que ma place n'était plus là au milieu des animaux à faire des soins vétérinaires, mais que ma place était auprès des enfants à partager le message pour ces animaux qui avaient besoin qu'on leur laisse leur espace. C'était devenu une évidence. Voilà, c'est là-bas. C'était devenu une évidence. Et en fait, voilà, plus il y a rien autour de nous qu'on connaît, plus c'est nouveau, plus notre inconscient, il va aller chercher à remplir le vide, en fait, tout simplement. Il va essayer d'aller construire qui il est vraiment. Et je pense que, je sais pas si vous avez déjà fait des voyages, mais quand on part loin... Pas dans ces conditions-là. En tout cas, même si on connaît pas le lieu ou la culture, de toute façon, c'est très simple. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Regardez comment on est différent quand on est dans un autre pays. Quand on est dans la ville qu'on connaît, le pays qu'on connaît, on peut être plus complexé, on va pas oser faire des choses, on va pas oser porter des tenues particulières ou peut-être avoir divers comportements. Alors que quand on va dans un nouveau pays ou dans un nouveau lieu, on peut avoir tendance à dire bonjour plus facilement, à parler plus facilement, à mettre des nouvelles tenues, à se lâcher un peu plus, parce qu'on n'a pas tous ces repères. Ah, mais si je croise quelqu'un, ou on me connaît. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle identité qu'on construit. Et en fait, on vient se reconnecter à soi. Et je rebondis sur tout à l'heure, dire qu'on peut pas changer, c'est totalement stupide. Parce que c'est vrai, on change même en fonction du lieu dans lequel on est, en fonction des gens avec qui on est. Dans les voyages, vous parlez, alors là on parle de l'Afrique, Afrique du Sud notamment. Alors vous y étiez allé en 2021, c'est ça? Ouais, pour présenter 2021, un programme. 2019, 2022. Ouais, sur vos réseaux, il y a plein de, il y a plein de, tous les ans, ouais. Il y a plein d'histoires. Athènes. Athènes. Pourquoi cette ville? J'y vais pas du coup ce soir. Pourquoi cette ville vous fascine autant? Parce que vous dites partout que c'est une ville qui vous parle profondément. En fait, il y a des lieux comme ça énergétiques où je vais en voyage. Je sais pas comment l'expliquer, ou quand j'y vais, j'ai l'impression d'avoir vécu là toute ma vie. Je suis arrivée à Athènes toute seule au mois d'avril, c'était. Et je me sentais chez moi. J'avais la sensation que c'était ma ville, que j'étais la gardienne d'Athènes. Je me sentais comme dans un personnage qui m'inspire ma prochaine série d'ailleurs. Je pense que l'archétype d'Athéna, j'en sais rien, vraiment vibrait en moi. Et comme j'adore les aventures, je suis très dans l'imaginaire. À chaque fois que je me plonge dans un endroit comme ça, très chargé en histoire, de suite, ça stimule mon imaginaire. Donc, je suis tombée amoureuse de cette ville. J'ai trouvé qu'elle était très solaire, elle avait cette énergie de gardienne que je ne saurais expliquer. Il y avait un lien entre l'histoire, la culture et le côté très vivant et chaleureux des personnes que j'ai pu rencontrer. Et puis c'est entouré, voilà, j'étais sur les îles autour, toute cette mer, toute cette eau. J'ai eu la chance de faire l'éclipse. J'ai été au temple de Poséidon. Donc j'ai fait l'éclipse avec la vue sur l'eau, c'était juste magnifique. Et je pense que ce qui m'a stimulée ou ce qui vibre profondément en moi, c'est toutes les histoires, toute la mythologie qui est autour, peut-être, qui a été réveillée. Mais avec tous ces peuples, tous ces endroits et toutes ces cultures si différentes que vous avez visitées, est-ce que vous devez vous considérer comme une citoyenne du monde, comme on dit? Ça. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous vous sentez bien française? Française? Ah non, pas du tout. Non? Ma maman est portugaise, déjà. Mon papa est d'origine polonaise. Bon, moi, je suis née en France, mais je suis partie quand j'avais 2 ans. J'ai vécu en France. Moi, je me considère vraiment une enfant du monde. J'ai du mal, en fait, avec la distinction. Vraiment, j'aime le côté unification. Je sais même pas si je me sens terrienne, des fois. Franchement.
Mais je sais pas. Française, mais j'habite à Ibiza. Oui, vous habitez à Ibiza, voilà. Donc... Par contre, ce qui est intéressant par rapport à cette question, c'est que j'ai toujours eu du mal à trouver un endroit où je me sentais chez moi. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous êtes vraiment... C'est pour ça que quand je vous dis est-ce que vous vous sentez française, c'est pas nécessairement dans l'identité et sur le passeport. C'est simplement le dire, est-ce que le territoire français est sans doute la terre sur laquelle vous vous sentez la mieux? Parce que du coup, ma maman vit au Portugal. Le seul endroit où j'ai vu la même maison depuis que je suis petite, c'est l'endroit de mes grands-parents au Portugal où j'allais tous les ans, 3 mois par an. Donc ça serait peut-être le seul repère où je me sens vraiment chez moi dans les montagnes avec les animaux dans cet espace. Par contre, depuis que je suis arrivée il y a 3 ans à Ibiza, c'est le seul endroit au monde où depuis que je suis arrivée là-bas, à chaque fois que je pars en voyage, je suis pressée de rentrer chez moi. Alors qu'avant, quand je restais trop longtemps dans un endroit où je vivais 4 ans, 5 ans dans un lieu, je partais toujours en voyage et je me disais, je me verrais bien vivre ici. Là, j'adore. Et à chaque fois, je me projetais à vivre dans des nouveaux pays. Alors que depuis que je suis à Ibiza, je suis comme la sensation d'être rentrée à la maison. C'est vraiment ma bulle. Et avant ça, ne pas partir comme ça en voyage au dernier moment, j'aurais eu du mal, alors que là, j'ai envie de rester chez moi. Je sens que je suis arrivée hier et je repars tout à l'heure à Ibiza, je me sens ressourcée. C'est mes racines. C'est d'ailleurs un endroit où je pourrais acheter. L'immobilier, pour moi, acheter, c'est compliqué aussi. Le fait de posséder des lieux, c'est un peu contre ma nature. Par contre, à Ibiza, je pourrais me dire, je vais acheter ma maison, construire une maison familiale, avoir mes amis qui viennent, les animaux, les enfants. Et alors, justement, le fait de posséder des choses, le côté matériel, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas plus que ça, j'imagine. Bah oui, j'imagine. Pas du tout. Et je pense qu'une des clés de l'abondance aussi, c'est le fait de donner. Moi, j'ai une phrase dans Les Gardiens de la Terre, une des 7 valeurs des Gardiens de la Terre, qui dit « Plus je donne, plus je reçois ». Et en fait, c'est vrai, vraiment, j'investis, je pense, tout dans les Gardiens de la Terre, dans des sanctuaires, pour les animaux. Pour moi, plus je vais donner, en fait, plus l'abondance arrive sous une autre forme. Donc, j'ai l'impression qu'on est plus des êtres en circulation et que si on veut du moment où on veut contrôler et conserver, on bloque, en fait, le flux. Et vraiment, cette idée de mouvement, pour moi, c'est le fil rouge de la vie et c'est une vraie philosophie. J'ai le sentiment, on se connaît pas bien, Stéphanie, mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas du tout conditionnée par vos peurs. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Rien? En fait, j'ai eu un accident quand j'avais 17 ans, je suis morte cliniquement 3 minutes. J'en parle très rarement parce que c'est très privé, mais je sais que j'ai vu plein de choses et depuis ça, en fait, j'ai vraiment conscience qu'on est sur... tout ça, c'est juste une image, en fait. Je sais pas. Peut-être ma plus grande peur, c'est de trop m'attacher à quelque chose et d'en devenir prisonnière. Ça pourrait être une peur. Même à votre enfant? Non, pas à mon enfant, par contre. Mon enfant et mon chien, qui sont mes 2 attaches. Mon chien a 12 ans, donc c'est mon premier enfant. Ma fille a 6 ans. Et justement, c'est hyper intéressant comme question parce que quand je suis tombée enceinte, moi, il faut savoir que j'étais stérile pendant 10 ans. Je pouvais pas être maman. Je devais être ménopausée à l'âge de 30 ans. Enfin bref, et je suis tombée enceinte. Après un voyage dans le désert et dans une oasis. Comme par hasard. Voilà. Une reconnexion à mes racines. Et quand j'étais enceinte, j'ai vécu, je pense, les 9 mois les plus difficiles de ma vie, où là, j'ai toutes les peurs qui sont remontées à la surface. La peur de ne plus être libre, de ne plus pouvoir faire ce que je voulais, d'être une maman et de ne pas pouvoir me réaliser dans mes rêves. Et j'étais dans mes projets vraiment de créer quelque chose de plus cinématographique à l'époque. Et c'est là où j'ai signé avec mon premier éditeur au Canada alors que j'étais enceinte, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et j'ai vécu une grossesse un peu difficile. Donc là, submergée par les peurs de perdre ma liberté, d'être bloquée. Et en fait, dès que ma fille est née, ça a été une libération. Et c'est comme si... Alors déjà, quand je suis devenue maman, je pense que c'est là où j'ai vraiment commencé à manifester d'ailleurs. C'est devenu... la vie est devenue encore plus magique qu'avant. Mais c'est comme si je m'étais rendu compte qu'en créant la vie, que j'étais capable de créer la vie, de la nourrir pendant 1 an au sein, etc. Je me suis dit, mais si moi, je suis capable de donner la vie à un être vivant, de le nourrir, de le voir évoluer, mais je peux créer tout ce que je veux sur Terre, en fait. Quand on crée la vie,
C'est quand même énorme, la symbolique d'une mère et de la femme. D'où le prochain coffret. Et bizarrement, ce dont on parlait au début, le fait de créer plein de... J'étais un peu aventurière, libre, et je plantais pas de racines, et il n'y a rien qui fleurissait vraiment. Et je pense que le fait d'avoir été maman, ça m'a permis d'avoir cette base, de toujours plus réfléchir à là où je voulais aller, d'avoir une vision de long terme. Et c'est ce qui m'a permis de créer des choses beaucoup plus grandes et de m'enraciner un peu plus. Par contre, en aucun cas, j'ai été prisonnière. Ma fille est venue avec moi en Afrique, au Kenya, elle avait même pas 3 ans. On est en voyage tout le temps. Bon, là, elle est partie 15 jours avec son père au Pays Basque. Et en fait, je crois que je bouge plus et je me sens encore plus libre depuis que je suis maman qu'avant. Mais c'est ce que j'allais vous demander, ça vous a pas freiné, donc, pour le coup? Pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Ouais. Et encore plus une envie de partager, de montrer aussi, de transmettre à ma fille que c'est possible, en fait, qu'il n'y a aucune limite. Ouais. Voilà. De ne pas la conditionner à... Donc, vous êtes une adepte du tout est possible? Oui. Du moins, tout est possible. Du moment que tout est possible dans l'imaginaire, déjà, pour moi, on est sur une part de réalité. Donc, oui, tout est possible si ça vibre vraiment avec moi. Après, je pense que si on veut faire quelque chose qui vibre pas avec nous, qu'on est vraiment poussé par le mental ou l'ego, c'est pas réalisable, ça se fera pas. Moi, je crois que tout est possible quand c'est la vision de l'âme. Quand on a vraiment cette vision qui vibre, si ça existe dans notre cœur, c'est que c'est déjà réalisé. Je me suis posé une question. C'est vous sur la photo ou pas? Ouais. Ah, c'est ça. En mettant cette image, je me suis dit, mais est-ce que c'est bien elle sur la photo? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça fera donc l'objet du prochain coffret, le prochain voyage avec Alessa? La princesse du désert, ouais. Donc, je trouve que c'est passionnant d'abord de vous écouter. C'est passionnant de voir aussi cette liberté que vous avez aujourd'hui dans votre vie. C'est quand même fascinant, quoi. Vous avez créé votre monde, votre univers. Voilà. Ça. Et vous êtes une nomade entrepreneuse. Ouais, c'est ça. Je me considère vraiment comme cette énergie de nomade où c'est l'évolution et l'adaptation qui nous donnent le pouvoir. Le fait d'être trop figé quelque part, ça nous enferme. Et je crois profondément, là, ce coffret, il a beaucoup de sens parce que il parle de l'origine des Touaregs, etc. Avec la situation actuelle, je ne vais pas parler de choses catastrophiques, mais en termes de climat, etc. Et le monde, quand on voit dans la situation du monde, je crois qu'on est à un moment de la vie où il faut qu'on apprenne vraiment plus que jamais à nous adapter. À nous adapter, à être capable de lâcher le matériel, de revenir aux choses les plus simples, pouvoir se contenter de la nature, réapprendre la nature. L'adaptation, pour moi, c'est la clé de l'évolution, de l'humain. Vraiment. C'est ce que certains appellent le dépouillement personnel. Ouais. En tout cas, moi, je vous invite à entrer dans l'univers d'Alessa. Alors, quelle que soit l'idée que vous en avez derrière, manifester ou pas manifester, rien que le fait d'écouter et de s'amuser et de partager cet univers-là, c'est passionnant. Il y a évidemment les fictions audio immersives, il y a la chaîne YouTube La Magie d'Alessa. D'Alessa, pardon. Et il y a les podcasts aussi. Le héros, c'est toi. Ouais. Voilà. Il y a le coffret, le nouveau coffret qui sort là, la semaine prochaine, mais enfin bon, à l'heure où l'émission est diffusée, il est sorti. Oui, il est sorti, ouais. Voilà. Vous pouvez vous procurer ça. Il y a les ouvrages aussi, et ça, c'est évidemment votre univers, l'hypnose, qui reste quand même la base de votre construction. Ouais. Ça, je l'ai écrit après la naissance de ma fille. Je me suis dit, ça manquait pendant ma grossesse d'avoir vraiment des protocoles hypnotiques chaque mois pour préparer la naissance avec l'hypnose, pour se reconnecter au corps. Et donc, c'est un livre écrit et audio surtout, avec 9 protocoles pour vous accompagner pendant la grossesse, pour vivre la plus belle des naissances, la vôtre et celle de votre ou de vos bébés. Bon. Et la vôtre a été belle? Magnifique. Bon, formidable. Et les 7 clés de connexion à l'âme? Ouais, avec des outils pratiques. Et c'est les 7 clés que moi... j'ai mis en place dans ma vie. J'ai écrit ce livre quand j'ai basculé à me dire je vais réaliser mes rêves. C'est le livre symbole de mon changement de vie. Vraiment. Alors, on va faire un plan dessus. Ne bouge pas, vas-y. Les outils pratiques. Voilà le plan, les 7 clés de connexion. Il y a un livre audio aussi sur mon site. Voilà. En tout cas, allez voir le site. D'abord parce que je ne sais pas qui est votre web designer et autres, mais il est fort. Je trouve que c'est bien fait. Manon. C'est Manon. Manon Jiquel, ouais. Voilà, Manon. Bravo Manon pour ce travail. Bravo pour le site internet. Bravo pour cet univers. Il y a on a mis plein de photos pour illustrer évidemment ces spectacles et ce personnage. Même si vous étiez, comme vous nous l'avez décrit, complètement
flipper, hein, en stress total pendant ce spectacle, ça doit être quand même assez fascinant de se retrouver dans un univers comme ça, décalé de tout. Ouais. Voilà. Et puis ici, on a les audios, les différentes séries. Je vais les remontrer, voilà, les différents univers. Et puis restez connectés à ce que propose Stéphanie Dordain pour que on ait les nouvelles dates, peut-être, de prochain spectacle. Vous avez des idées, non? Ça sera plutôt fin d'année, mais il y aura sans doute aussi une sortie visuelle, voilà, audiovisuelle, cinéma. Une captation? Pas une captation, non, une version cinéma. Ah, une version cinéma. Wow. On n'est pas dans un film, on est dans un univers différent, mais pour le cinéma, il faut de l'image. Donc, en train de créer quelque chose d'un peu différent. Voilà, j'aime bien amener des choses nouvelles, qui me ressemblent, m'amuser surtout. Donc, on va voir. Bon, saluez Alessa de notre part. Ouais, avec plaisir. Merci. Retournez bien à Ibiza, parce que c'est ça en ce moment. Hein. Là, on est dans la période. Pas partout, mais ouais, c'est la fête. Ça, c'est un peu la fête. Hein, Ibiza, c'est le moment. Ouais. Et on a besoin un peu de cette. On a besoin. Ouais. La lourdeur de cette actualité, la lourdeur de ce monde qui est parfois tellement anxiogène. Ouais. Quand il y a un peu d'univers parallèle comme ça que vous proposez au travers de vos créations, c'est aussi une bouffée d'oxygène et une respiration. Merci Stéphanie. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Vous allez évidemment partager, aller sur les sites. On met autour de cette vidéo l'intégralité des liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Stéphanie, avec ses équipes, avec le site et avec son univers. Et vous commentez comme d'habitude avec bienveillance. On en a besoin. On se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Salut.